Bonjour à tous les deux. Merci Bonjour. d'être avec nous pour parler de ces fameuses zones à faible émission. Zones à faible émission qui ne sont pas toujours acceptées par le grand public, messieurs. Ben c'est normal. Non. C'est normal, Bruno Millier? Oui, c'est normal, parce que vous mettez une contrainte. La transition écologique et la transition énergétique va imposer des contraintes. Oui. Le problème, c'est pas tellement... en plus, c'est un problème quand même de santé publique. 48 000 morts, ça tout le monde l'a dit. Mais quand je vous dis ça, ça veut rien dire, parce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui est mort de pollution atmosphérique, ni moi, ni personne. En revanche, si je vous dis que c'est entre 2 et 4 années et demie d'espérance de vie en moins, là, ça commence à parler un petit peu plus. Ça commence à nous faire réfléchir. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on s'attaque à ce problème-là. Les choses sont pas faciles. Nous, avec Gérard Le Seul, je l'associe toujours parce que c'est une mission qu'on a menée tous les deux. Député socialiste. Ouais, on a eu le bonheur de voir que le gouvernement s'est emparé de notre rapport moins d'une semaine après sa publication, et que là, en ce moment, le gouvernement travaille avec des groupes de travail pour résoudre un certain nombre de points bloquants qui peuvent amener à de l'inacceptabilité, c'est pas facile, sociale mais aussi économique, et ils vont rendre leurs conclusions fin juin. Oui, fin juin, nous serons, mais le gouvernement qui s'est un peu défaussé sur les villes. Alors, hein. non. Non, je ne peux pas dire ça, parce que quand les collectivités disent ça, c'est un petit peu un mensonge. Imaginez au moment où on a fait la LOM pour les premières métropoles, qu'on ait décidé de faire ça, d'imposer les choses et de donner le mode d'emploi depuis Paris. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu de la part des collectivités? Ça, c'est vrai. Donc on leur a laissé la main. On leur a laissé la main. Et moi, je trouve que... Alors, ils vont pas aimer ce que je dis, mais si elles s'étaient parlé entre elles, déjà, il y aurait eu un certain nombre de problèmes qui auraient été résolus, notamment en termes d'harmonisation des interdictions. Ça, c'est vrai, parce que d'une ville à l'autre, c'est... Je me mets à la place de celui qui roule beaucoup en France, qui change de métropole, qui va d'une métropole à l'autre et qui ne sait pas trop... j'ai un exemple concret. Allez-y. Vous prenez Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, trois différentes interdictions, et des gens, notamment des gens... Là, puisqu'on parle d'acceptabilité économique, j'en parle aussi. Vous avez des entrepreneurs dans le bâtiment qui prennent plus de chantier dans les ZFE. Dans les ZFE, par exemple. Parce qu'ils ne peuvent pas entrer. Mais oui, mais parce que tous ces gens-là ne savent pas avec quel véhicule ils peuvent entrer. Absolument. Ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer, déjà sur certains, et dans d'autres, ils ne savent pas. Voilà. Oui, évidemment. Alors, on va expliquer ce que sera. Alors, expliquez-nous, c'est quoi une ZFE? Allez-y. Alors, une ZFE, c'est une zone de forte exclusion. On est en train de le dire. C'est une zone de forte exclusion. Voilà. Sociale, c'est évident, parce qu'en fait, on va demander aux 10 grandes métropoles qui sont déjà mises en place, avant fin 2024, d'éliminer les vignettes 3, 4 et 5 et non classées. Ça, c'est dans la loi climat et résilience, c'est dans le calendrier. C'est quand même 48% du parcours long aujourd'hui, au niveau national. Alors, il y a des différences selon le secteur. Donc ça te pose déjà un problème, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire aux gens qui ont acheté un véhicule qu'il y a une date de péremption sur les cartes grises, quand même. Donc c'est quand même fou. C'est-à-dire que quand ils ont acheté leur voiture, on leur a dit qu'il y avait cette date de péremption. Donc ça, c'est le premier problème. Et puis après, donc ça, c'est au niveau social. Et puis après, au niveau écologique, on peut se poser quand même quelques questions, parce que c'est véritablement une obsolescence programmée politique qu'on est en train d'encarniser avec ces zones de faible émission. Donc ça pose beaucoup de soucis. Alors vous êtes opposé aux ZFE, on l'a bien compris, Fabrice Godefroy. Nous allons voir, Bruno Millienne n'est pas du tout sur ce même chemin. Non, mais... oui, un mot. Non, mais c'est pas que je suis pas sur le même chemin, c'est que la loi a été votée, elle doit s'appliquer. Dans d'autres pays d'Europe, ils ont commencé beaucoup plus tôt que nous, on est toujours en retard comme d'habitude. À partir du moment où c'est voté, il faut l'appliquer, il faut trouver les moyens, les alternatives pour permettre à tout le monde de s'en sortir. Ça sera l'objet de la deuxième partie de notre débat, parce qu'il faut absolument aider celles et ceux qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas circuler autrement qu'avec une voiture datant d'il y a 25 ans ou 30 ans. Il est 11h08. Nous avons en ligne aussi Philippe Tabarot, qui est sénateur Les Républicains des Alpes-Maritimes. Philippe Tabarot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez travaillé sur le sujet, Philippe Tabarot. Et je sais, je ne dis pas que vous êtes réticent. Je dis simplement que vous dites attention. Pensons à toutes celles, et je viens d'en parler, toutes celles et ceux qui n'ont pas les moyens de rouler avec des voitures électriques toutes neuves. Oui, exactement. Je travaille sur ce sujet au niveau du Sénat dans le cadre d'une mission flash, un petit peu comme mes collègues l'ont fait au niveau de l'Assemblée, notamment Bruno Millienne, que je salue. Bonjour Philippe.
Bonjour. À la fois, on a eu l'occasion de faire une consultation sur le site du Sénat où on s'est aperçu que 86% des personnes qui avaient répondu au questionnaire, et elles avaient été très nombreuses, étaient défavorables aux zones à faible émission, dont 69% très défavorables. Et puis, à travers différentes auditions, à travers des déplacements, on essaie un petit peu de prendre le pouls, la température sociale sur ce sujet, qui, vous l'avez très justement dit, est problématique s'il n'y a pas un certain nombre d'efforts qui doivent être mis en place sur la question de la formation. Vous avez parlé également à l'instant de l'harmonisation, de la synchronisation possible, d'une individualisation des mesures, etc., etc. Oui, Philippe Tabarot, ça veut dire qu'on fait, si j'ai bien compris, on met en place les ZFE d'une manière un peu anarchique, quoi. C'est la remarque principale que vous faites. Écoutez, ce qui est important, et là aussi ça a été dit dans votre échange, je pense qu'on doit laisser la main au territoire. Pour autant, il doit y avoir un référentiel commun pour faciliter la vie, notamment de ceux qui travaillent dans les zones à faible émission, pour leur permettre de pouvoir continuer à le faire. Et puis également, je pense qu'il est important de synchroniser le calendrier de restrictions dans les ZFE avec un certain nombre de mesures qui sont prises aujourd'hui sur le développement du transport en commun, sur une aide à l'acquisition de véhicules électriques, sur un certain nombre de mesures qui arrivent un petit peu tardivement, et il y a un décalage entre le calendrier qui tombe dans les mois ou dans les années à venir et des mesures qui, je dirais, vont monter en puissance au fil des années. C'est ce décalage qui pose vraiment problème. Oui, je comprends. Merci Philippe Tabarot. Merci. Ce décalage, Fabrice Godefroy, il va falloir y passer. Alors les ZFE concernent quand même, disons-le, aujourd'hui 10 agglomérations, 10 métropoles. Ça concernera, je crois, jusqu'à 43 métropoles en tout. Moins 9, parce qu'il y en a 9 qui sont exemptes déjà. Parce qu'elles sont en dehors des normes de pollution. Ça ne concernera pas les petites villes, les petites communes et les campagnes, évidemment, puisqu'il s'agit de lutter contre la pollution de l'air. Oui, mais j'ai entendu un truc intéressant tout à l'heure, c'est qu'on m'a dit ça existe dans d'autres villes et dans d'autres pays. Sauf que la différence, c'est que là, on ne parle pas de villes, c'est les agglomérations, c'est les métropoles. Je prends par exemple l'exemple de Paris. C'est pas à l'intérieur de Paris qu'on ne pourra plus rentrer. C'est à l'intérieur de l'A86. Mais c'est normal, non? Mais c'est tout. Non, je vous dis ça normal. Attendez, je défends pas particulièrement les ZFE, mais pardonnez-moi, la pollution à Montrouge, à Aubervilliers ou à Pantin, elle est la même qu'à Paris. Parce que vous croyez qu'il n'y a que l'automobile qui est une source de pollution? Non, tout à l'heure, vous parliez du rapport de Santé publique France de 2016. C'est le rapport où vous parliez des 48 morts prématurées que souvent on utilise. Lisez le rapport, je l'ai lu, parce que tout le monde en parle, jamais personne ne le lit. Dans ce rapport-là, c'est la pollution atmosphérique dans son ensemble. Il n'y a pas de marqué que l'automobile. Non, d'ailleurs, c'est attribué toujours à l'automobile. D'ailleurs, pour être tout à fait exact, on n'agit pas que sur l'automobile, c'est pas vrai. On agit notamment sur les logements. C'est souvent le bouc émissaire, quand même. Les passoires thermiques qu'on va plus pouvoir mettre en location si elles sont pas rénovées, c'est parce que aussi, indépendamment de l'inconfort thermique qu'elles procurent, c'est aussi parce qu'elles sont très émettrices de gaz à effet de serre. Donc voilà, ça fait partie de la lutte aussi. Il y a d'autres pollutions que l'automobile ne pollue pas. Mais je vous dis ça parce que ça, c'est une façon de dériver du sujet. Non, pas du tout. Fabrice Godefroy. S'il y a bien un secteur où l'évolution technologique est extrêmement forte, c'est bien l'automobile. Oui, c'est vrai. Toutes les 2-3 ans, il y a des nouvelles normes. On sait très bien que la Commission européenne a donné l'ordre à l'Europe de passer aux véhicules électriques, qui d'ailleurs va toucher l'industrie européenne, parce qu'on sait très bien que l'industrie chinoise est en train d'envahir en termes de batteries et de voitures électriques. Oui, batterie, attention, faites très attention, parce que demain, inauguration de la première usine en France de batterie, énorme usine. Oui, mais il y a 4 usines qui sont en construction en France. Aujourd'hui, on donne des bonus. Mais demain, on fabriquera les batteries en France. Et même on va exporter des batteries. Demain, on va assembler des cellules de batteries qui seront fabriquées en Chine. Ça n'a rien à voir. Fabrice Godefroy, les perspectives, on va être clair. Moi, je comprends que ça inquiète les gens et j'ai aucun souci, on en a déjà discuté. Et vous savez bien que je suis assez pragmatique sur le sujet. On n'a pas fait les choses dans le bon ordre. Je vais vous dire, les bonus qu'on a donnés, donner des bonus pour changer de voiture à des gens qui habitent à l'intérieur des ZFE et qui ont les moyens de circuler,
Bon, c'était peut-être pas la chose la plus intelligente à faire. Oui. Il aurait mieux fallu faire ça vers les campagnes, pour une raison simple en plus. Incroyable, mais dans nos territoires ruraux, c'est là où il y a le plus de maisons individuelles, c'est là où vous avez le plus de cours ou de jardins, c'est là où vous pouvez charger votre voiture directement sur votre prise électrique, où ça vous coûte le moins cher, et comme le nombre de kilomètres, là je parle pour les particuliers, dans les campagnes, c'est 60, en moyenne 60 kilomètres par jour, bah même avec une petite voiture électrique, même avec une Zoé, vous pouvez tranquillement circuler au moins pendant 2 jours, et puis recharger tranquillement chez vous. Donc on aurait peut-être dû penser à ça avant. Bon, c'est fait, c'est fait. Maintenant, il faut effectivement mieux cibler les aides vers ces gens-là, ceux qui vont traverser les ZFE ou ceux qui vont travailler dans les ZFE, parce que là où je rejoins Fabrice Godefroy, c'est que le périmètre de la 86, c'est énorme. Oui. C'est énorme, et ça concerne surtout les gens qui sont obligés de se déplacer pour aller travailler à l'intérieur de ce périmètre. Donc ceux-là, il faut les cibler et les aider. Après, il y a toute une batterie de mesures qu'on est en train de mettre en place. Moi, je travaille, et Fabrice le sait très bien, je travaille notamment avec une société qui s'appelle Roule, qui est une entreprise à mission pour avoir ce fameux leasing. Là, pour le coup, c'est même pas social. On va en parler. C'est très social. Il va y en avoir 2 types. Oui. Ouais. On va en parler, Milène, parce que il faut que je fasse un peu de pub. 11h15. Il n'est pas question de défendre ardemment les ZFE. Il est question d'essayer de faire en sorte d'essayer de bien lutter contre la pollution atmosphérique et d'essayer de donner les moyens aux Français de pouvoir lutter, eux, contre la pollution atmosphérique, de pouvoir circuler moins cher et sans polluer. Bon, c'est ça. Je pense l'objectif pour effectivement, quelles sont les solutions pour aider, parce que pensons toujours à celles et ceux qui n'ont pas les moyens. Et c'est la majorité de changer leur véhicule pour aller circuler dans ces villes qui vont être interdites aux vieux véhicules, aux vieilles voitures, pas que des voitures d'ailleurs. Plusieurs solutions qui commencent à émerger. D'abord, le fameux leasing social. Il va y en avoir, à mon sens, de 2 types. Alors, le loyer, où en est-on de ce fait? Moi, je me souviens du président de la République qui nous a dit bientôt, nous allons pouvoir offrir aux Français un loyer à 100 € par mois pour un véhicule propre. Alors, puisqu'on parle de celui-là, qui est un leasing un peu moins social que celui dont je voulais parler, celui-là, il passe par les constructeurs, par les concessionnaires, on va dire, qui vont mettre sur le marché des véhicules en leasing. Normalement, les dernières négociations, on devrait le savoir à la fin de l'année. Novembre de cette année, on aura le leasing. Novembre de cette année, un constructeur dans une concession. Oui, ça sera sur des véhicules d'occasion, il ne faut pas se leurrer. Oui, ou un véhicule d'occasion, 100 € par mois, oui. Mais il y aura un apport nécessaire. Alors l'apport, ça peut être pris en charge justement sur le premier loyer. L'apport peut être pris en charge par la fameuse prime à la conversion, et c'est ce qui constituera l'apport pour ce véhicule. C'est-à-dire que moi, si j'ai pas les moyens, j'arriverai dans la concession, je ne mettrai pas plus que 100 € par mois. Oui, pour avoir une voiture propre. Le loyer peut être plus long. Ça, c'est y croyez à ça? C'est pas abouti. Non, mais ça avance. Mais j'ai un truc un peu plus abouti qui passe par une entreprise qui s'appelle Roule, qui est une entreprise à mission, qui se sont dit, et ça, c'est un vrai scandale écologique pour le coup, les fameux véhicules hors d'usage. Oui. Vous avez eu droit à une prime à la conversion. Votre ancien véhicule, on le prend, on le détruit. Oui. Or, votre ancien véhicule, il est roulant. Oui. Je suis désolé, il est peut-être critère 4 ou 5, mais il roule parfaitement. Oui. On le détruit. Enfin, le détruit, c'est une aberration écologique. Obsolescence programmée. Ça coûte en CO2 un coût faramineux. Roule a dit, récupérons ces véhicules-là, équipons-les soit avec un boîtier bioéthanol, soit au GPL, soit à l'électrique. GPL, bioéthanol, loyer 80 € par mois, électrique un peu plus de 100 €. Vous gardez le véhicule 5 ans, après on le rend, et puis soit il est détruit, ce qui serait dommage, soit on le met en recyclage. Ça, c'est pas idiot aussi, oui. Ça, on est en train de travailler dessus. Alors, on va sûrement y arriver. Il y a encore quelques points de tuilage à faire, mais c'est bien avancé. Donc, il y aura ça. Pour moi, c'est pour les gens qui n'ont vraiment pas les moyens. Après, il y aura le leasing, l'autre que je disais un peu moins social que celui que je présente, mais qui aura une vraie effectivité. Et puis, on va se parler franchement. Dans les véhicules aujourd'hui qui sont critères 1, les fameux critères, vignette critères, dans les critères 1, vous avez le B100. Je n'ai rien contre le B100. C'est le biodiesel. Biodiesel, oui. Eh bien, mettons le bioéthanol en critère 1. Aussi, oui. Bah oui, le bioéthanol, c'est pas compliqué, c'est un boîtier. Ouais. Et donc voilà, et vous avez les normes de pollution. 70% de baisse de pollution
au bioéthanol. Il faut absolument que ça devienne critère 1. Pour encourager, oui. On veut, encore une fois, obligation de résultat, ça veut dire qu'on prend avec nous tous les moyens mis à notre disposition pour permettre aux gens de circuler tout en faisant baisser la pollution. Eh bien, le bioéthanol en fait partie. Mais on est d'accord. Pour revenir sur le leasing social de Emmanuel Macron, 100 euros par mois, c'était sur le véhicule 100% électrique. Évidemment, il y a un problème aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, pour 100 euros par mois, il faut que ce soit un véhicule qui soit dans une fourchette de 22-23 000 euros. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même si demain, on arrive effectivement à assembler, pas fabriquer, assembler des batteries sur le territoire français, il va falloir être compétitif par rapport aux Chinois, qui sont en train d'envahir le marché. Apparemment, l'Europe et la France a décidé de ne plus subventionner les véhicules qui vont venir de Chine. Il va falloir être compétitif. La Chine a toute la chaîne de valeur de la fabrication des batteries électriques, de l'extraction des matières premières, le lithium, le cobalt, et la fabrication de la Dacia Spring aujourd'hui. On va ouvrir une mine de lithium en France. Oui, enfin, et après on va faire le raffinage. J'aimerais bien voir ça. Et aujourd'hui, la Dacia Spring, aujourd'hui, qui est la voiture low cost, qui est co-responsable, elle est fabriquée où ? Elle est fabriquée à 100%. Fabrice, sur le diagnostic, vous avez raison, mais on n'est pas. Oui, bien sûr. Non, mais on travaille justement sur les solutions. On va pas. Vous avez un état de fait. L'état de fait, c'est d'essayer de le corriger pour avancer. Et essayer de le corriger pour avancer. Avec le retard qu'on a pris. 10 ans de retard. Oui, peut-être. Et donc, sans la chaîne de valeur. C'est pour ça que je vous dis ce leasing très social avec Roule. C'est pour ça que je vous dis le bioéthanol. C'est pour ça que je vous dis toutes les autres solutions, au moins transitoires, le temps que les gens puissent. Vous êtes totalement contre l'électrique. Non, 40 millions de consommateurs. Du tout. Ah non, je vous provoque. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. L'électrique. Alors vous faites quoi ? Qu'est-ce que vous proposez ? Puisque vous dites finalement ces constructions de batteries, ça sert à rien. C'est assemblé, ça vient de Chine. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'est très bien que la France s'en préoccupe avec 10 ans de retard, qu'on n'a pas la chaîne de valeur par rapport à la Chine, qu'on sera évidemment moins compétitif, et on le voit très bien que la Dacia Spring aujourd'hui, qui est fabriquée 100% en Chine et qui est une voiture soi-disant française, c'est une preuve. Donc après qu'on essaie de rattraper ça, après la seule chose que je suis en train de dire, vous les ouvrez ou pas ces giga bien sûr qu'il faut le faire. Après il va falloir être capable d'être compétitif. La deuxième chose sur les vignettes critères, c'est quoi la vignette critère ? C'est un bout de plastique qu'on colle sur le pare-brise qui soi-disant dit le véhicule pollue plus ou pollue moins. Aujourd'hui, dans le critère des vignettes critères, par exemple, on ne tient pas compte du poids du véhicule et de la cylindrée du véhicule. C'est une erreur hallucinante. Non, mais vous avez raison. Je vais vous donner un exemple qui est hallucinant. Je n'ai pas de citer de marque parce que je vais me faire gronder. Voilà. Mais vous prenez un très gros supercar, un très gros 4x4, une voiture très sportive. Elle a le droit. Très lourde. Et très sportives, des voitures extrêmement sportives qu'on peut connaître, je ne citerai pas de nom. Elles ont droit à une vignette critère 1. Par contre, elles ont un malus à 50 000 euros sur le CO2 quand on l'achète. Donc, vous vous rendez compte le paradoxe, 50 000 euros de malus sur le véhicule et bienvenue dans les centres-villes. Si ça, vous trouvez ça logique, moi je veux bien. Mais on est d'accord. On est d'accord sur le fait qu'il y a plein d'imperfections. Encore une fois, notre boulot, c'est pas de nier ce que vous dites. Notre boulot, c'est simplement de dire oui, il y a ces imperfections, il faut qu'on continue à travailler pour les corriger. Et moi, pour les corrections, je m'appuie sur quoi ? Je m'appuie sur le terrain et les solutions qui viennent du terrain. Très bien. Donc voilà, c'est juste ça. Quand on regarde, regardez par exemple dans les solutions, et après on en prendra d'autres si vous voulez, mais sur le, comment on appelle ça ? J'allais appeler le covoiturage. Sur le covoiturage, il y a des plateformes qui ont changé leur façon de faire, et les collectivités les ont aidées. Pourquoi ? Elles se sont aperçues que si on voulait garder un covoitureur fidèle, il fallait pas le détourner de son trajet. Moi, quand je vais au boulot, beaucoup de gens, quand ils vont au boulot le matin, on fait toujours le même trajet. Et donc, il faut que les covoitureurs aillent à la rencontre du covoituré et pas l'inverse. Et on a subventionné, certaines régions ont subventionné des plateformes de covoiturage, ce qui fait que le covoitureur, quand il arrive, quand il part, il fait son trajet. Si la personne, il est rémunéré. S'il prend des gens, il est rémunéré aussi. Donc ça fait une forme d'habitude. Et il y a eu des expériences qui ont été menées, qui ont amené à ce que des gens finissent par être potes et passent les dimanches ensemble à partager le barbecue. Donc en même temps, ça remet du lien social. Tout ça est en train de se développer. Ce qui est le plus long,
ce sont les infrastructures publiques, effectivement, de transport en commun, etc. Ça, c'est très bien. On va y sauf revenir. sur le bus, on va y sauf sur les revenir. bus express. On va mais pour le revenir reste, sur les solutions alternatives, notamment transport en commun. Non. Bien, mais je voudrais terminer sur la voiture en elle-même, le véhicule. Le véhicule, bon, il y a plusieurs possibilités, effectivement. Il y a le véhicule électrique, il y a le véhicule à hydrogène, il y a les carburants de synthèse, il y a, il n'y a pas une solution miracle. Mais il faut employer toutes les solutions. On est en période de transition. Exactement. Faut rien s'interdire. Il faut développer toutes les solutions. Et effectivement, protéger la fabrication française ou au moins européenne. Totalement d'accord. On est bien d'accord. Nous sommes tous d'accord. Bon, mais où ça en est d'ailleurs à ce propos? Le gouvernement nous a bien dit que qu'on allait taxer, qu'on allait protéger notre fabrication. Déjà, première bonne nouvelle, l'Europe en a fini avec la naïveté. La taxe carbone aux frontières va être votée. Donc déjà les véhicules, il y a quand même une aberration. Un véhicule chinois qui arrive chez nous, il est quasiment pas taxé, alors que quand on envoie notre voiture en Chine, on prend 25%. C'est qu'on donne un bonus aujourd'hui. Oui, après quand on veut changer de véhicule. Mais c'est vrai. Bon, ça sera terminé. Tous les véhicules qui ne seront plus fabriqués selon les normes européennes, ça c'est l'application française, ne bénéficieront plus de subventions à la conversion. Donc, les véhicules chinois, terminés. La Dacia Spring, terminée aussi. Mais Renault n'a qu'à rapatrier la fabrication de sa Dacia. Il va falloir être compétitif d'ailleurs par rapport... Est-ce que vous êtes allé au dernier mondial de l'automobile? Mais bien sûr. Mais on l'a vu. Mais bien sûr. Les Chinois ils sont en train de nous envahir. Vous savez quand est-ce qu'on va être compétitif? Le jour où on prendra en compte, quand on pondérera le prix facial d'un produit, un véhicule en particulier, par le coût carbone associé. Oui. Là, je peux vous dire que la France sera sûrement un des pays les plus compétitifs parce qu'on a le mix énergétique. Mais Toyota fait fabriquer en France. Et eux, il n'y a pas de problème. Et ils n'ont pas de problème. Ils sont surtout en hybride. Ils sont surtout en hybride, pas tellement en 100% électrique. Non, mais d'accord, mais comment font-ils? Soi-disant les coûts, eux, ils y arrivent. Vous allez expliquer comment le japonais y arrive et pourquoi le français n'y arrive pas. C'est pas sur les mêmes technologies. Le problème du 100%... La Chine était inexistant. Personne n'achetait en Europe un véhicule chinois il y a encore quelques années. La Chine, c'est un cheval de Troie. Ils sont arrivés ils vont être sur taxés. l'industrie. S'ils sont taxés en Europe, en France peut-être. Mais ils sont quand même en train d'arriver. Et puis ils sont déjà en train de baisser les tarifs. Parce que comme ils ont toute la chaîne de valeur, ils ont des moyens de mettre moins cher. Mais il ne faut pas baisser les bras. Donc taxons-les. Ah, ça, c'est heureusement qu'on le fait. Taxons-les et fabriquons chez nous. Une petite chose, Fabrice. Dans la loi Industrie verte, qui va arriver au Sénat dans peu de temps et au Parlement au mois de juillet, il y a un truc que personne ne voit, qui est un outil infralégislatif sur lequel j'ai travaillé, qui va donner un standard volontaire pour les entreprises, donc qui n'est pas obligatoire, mais qui certifiera bien que l'entreprise en question fait du vert et pas du greenwashing. Donc les commandes publiques ou les commandes privées iront directement vers ça. Et donc ça pondérera... Oui, mais il faudrait peut-être aller plus loin, être coercitif. Bruno Mélienne. Mais on en reparlera, mais franchement, ce standard-là, vous me réinviterez. Alors Olivier est dans la Drôme. Bonjour Olivier. Bonjour, qu'est-ce que vous vouliez dire Olivier? Je voulais dire que simplement, il y a plusieurs points. Déjà, l'Allemagne qui dicte la politique à toute l'Europe. Non, ça c'est pas vrai, Olivier, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'après vous, c'est pas vrai, mais d'après moi, c'est vrai. Voilà. Eux, ils sont en train de supprimer. Vous me direz pourquoi vous pensez que c'est vrai. Ils sont en train de supprimer toutes les ZFE qu'ils ont mis en place. Oui. Ça c'est vrai. Le gouvernement français, pas partout, mais beaucoup. Le gouvernement français, qui à l'heure actuelle met des taxes monstrueuses sur le carburant, l'essence, le gasoil et compagnie. Pour le moment, faire le plein d'une voiture électrique, ça revient moins cher. Il va se passer quoi quand tout le monde sera en théorie en voiture électrique? Ces taxes, elles vont réarriver plein pot dessus. Bien sûr. C'est vrai, vous avez raison. Sauf que je pense que jamais tout le monde sera avec une voiture électrique. Non, c'est impossible. C'est ce que la Commission européenne veut. Je prends pas tout de suite. J'ai la chance. Fin du moteur thermique en 2035. Non. Oui, Olivier. J'ai la
chance, dans mon malheur, d'être en invalidité. Oui. Donc, moi, je peux circuler dans toutes les ZFE, j'ai une dérogation, Oui. même si je suis en critère 5, Oui. admettons, mais j'aurai jamais les moyens de m'acheter une voiture électrique. C'est la raison pour laquelle... Même en location, machin et compagnie. J'ai tout juste les moyens de vivre. Oui, non mais... Je suis séparé, j'ai Mais 2 c'est pour ça qu'il y a enfants une en dérogation. garde partagée. J'arrive pas à faire les fins, à finir bien les sûr. mois. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Non, Olivier. mais Olivier, j'entends bien ce que vous dites, mais c'est pour ça que dans votre cas, jamais vous serez interdit de circuler. C'est pas vrai, ça n'existe pas. On n'interdira jamais de circuler à des gens qui sont des cas particuliers, des dérogations, Oui. il y en aura forcément. Oui, Évidemment. Après, Mais- sur la voiture électrique, pour être honnête, effectivement, aujourd'hui elle est chère, demain elle le sera moins. ouais, Avec, mais les taxes que l'État là, engrange sur les carburants, Je peux réagir. il va bien les reporter après sur l'électricité. pas que sur l'électricité, sur la transition énergétique et écologique, vous avez raison. Oui. Et pourquoi en ce moment l'Allemagne et l'Italie sont en train de freiner presque Alors. des 2 pieds sur le Bruno tout Millienne, électrique vous à partir de répondez. 2035? Alors non, c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait exact. Il y a eu 2 définitions. Il y a eu interdiction du moteur thermique dans un premier temps, et puis effectivement l'Allemagne a réagi, et je leur donne raison parce que c'est pas la technique qu'il faut interdire, c'est l'énergie qu'on utilise. Donc on est revenu à une définition qui est un peu bizarre, qui est moteur n'émettant pas de CO2, ce qui ne veut pas dire grand-chose, puisque de toute façon, selon le mix énergétique, vous avez de toute façon de l'émission de CO2. Donc ça, la définition doit être revue avant l'été. L'Italie, pour être tout à fait précis avec vous, l'Italie a proposé une définition un petit peu sous l'influence de l'Allemagne, qui n'intègre pas justement le nucléaire décarboné français. Et c'est là-dessus qu'on se bat, nous, avec le gouvernement, pour dire, sur la définition, vous incluez le nucléaire décarboné français, parce que vous le faites en Allemagne ou en Italie avec du gaz. Donc il n'y a pas de raison que le nucléaire français ne soit pas pris en compte. Évidemment. Ils le font même avec du charbon en Allemagne. Oui, charbon, charbon et gaz. ouais, Vous avez charbon, raison. évidemment. Mais voilà, pour Merci, être très précis merci, avec Olivier. vous, Vous voyez, vous avez des auditeurs qui vraiment 11h43. qui parlent vrai, quoi. Vous voyez, Sud Radio Mais bien porte bien sûr. son nom. Vous voyez, Mais je veux non, dire. mais je suis Et il bien a d'accord. complètement raison. Aujourd'hui, l'État, les taxes sur les carburants essence et diesel, c'est à peu près dans les 60%. On a une TVA à 20% plus une TICPE. Donc en plus, on cumule des taxes. Bon. Plus de 40 milliards d'euros. Est-ce que vous croyez que demain, si demain on passe tous à l'électrique, l'État va se passer de ces taxes-là? Évidemment que non. Donc, Mais non. Et c'est marrant, il y a le compteur Linky qui pourrait très bien trouver des solutions pour séparer la mobilité et l'électricité de l'habitation. Donc il y a plein de solutions. Donc faut pas rêver. Évidemment qu'ils les Alors, récupéreront. là- Et il a complètement raison. Là, Votre auditeur. je vous rejoins parce que c'est un danger. Qu'est-ce qu'on se rejoint souvent finalement alors? Non, mais on n'a pas les mêmes, on n'a pas évidemment, les mais mêmes façons le de- débat doit d'arriver être au même constructif objectif. aussi. Mais il va falloir qu'on soit excessivement vigilant pour éviter effectivement cette flambée des prix sur les évidemment. recharges électriques. Alors pour l'instant, ça ne concerne pas les foyers personnels, donc tous les gens qui ont la chance d'avoir une petite Pour cour, ils l'instant. peuvent brancher. Il va falloir qu'on soit très vigilant là-dessus. Il n'est pas question que demain, sur une électricité, sur le prix moyen d'un kilowattheure, on se retrouve pour la mobilité à Voilà. un prix qui soit juste affolant. Dissuasif. Et ça, j'ose espérer, je ne serai peut-être plus là à ce moment-là, mais j'ose espérer que notamment les parlementaires, que ce soit députés ou sénateurs, seront très vigilants là-dessus pour empêcher ce genre d'inflation. Parce qu'on ne peut pas engager les gens dans la transition écologique ou énergétique, dont on sait que ça va être des contraintes supplémentaires, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on y aille, et qu'en plus, on leur tape un peu plus fort sur la tête. évidemment. Faut Ça, c'est déjà embarquer vu, tout le monde. Ça, c'est Évidemment. déjà vu. Alors, Faut on va embarquer tout le prendre, monde on va avec nous. prendre Geoffroy qui est à Juvignac dans l'Hérault. Bonjour Geoffroy. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour Bonjour Geoffroy. à vos invités. Allez-y, qu'est-ce que vous Alors, vouliez dire? je suis professionnel dans le paysagisme. Oui, J'ai actuellement un véhicule assez récent, en 2015, oui. un camion Ben. Donc, il est critère 2. Je voulais Oui. savoir quelle solution proposer vos intervenants pour les Pour l'instant, professionnels le critère 2, il est tranquille. en critère 1 ou critère 0. Alors, Geoffroy, d'ici 2026. critère 2, Diesel. vous Donc, n'êtes... diesel. Il est diesel, c'est ça? Oui, 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 oui. c'est ça. Ouais, Je suis c'est ça. diesel. En 2026, les diesels, normalement, sont interdits Non. sur la métropole. Quelle métropole vous êtes, monsieur? Bordeaux? Métropole de Montpellier. Ah, Montpellier, pardon. On a eu tous le fascicule dans les boîtes aux lettres, comme quoi 2026, fin du diesel.
Est-ce que je peux... En critère 1 ou critère 0, électrique, ça n'existe pas. Donc, je voulais savoir... Est-ce que je peux me permettre de vous dire juste 2-3 choses? Donc, vous êtes en véhicule utilitaire léger aménagé, on est bien d'accord, pour exercer votre profession. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'était le sujet d'acceptabilité économique dont je parlais au tout début de l'émission. C'est quelque chose qu'on a vu avec mon collègue Gérard Le Seul quand on a fait le rapport. On est en train de travailler avec le gouvernement justement pour prendre en compte les véhicules utilitaires légers. Pour une raison simple. L'aménagement d'un véhicule utilitaire léger pour exercer sa profession, en général, coûte plus cher que le prix même du VUL. Donc, on ne va pas demander c'est pas la double peine. Donc, on travaille sur des solutions de rétrofitage pour vous qui seront donc moins coûteuses. C'est quoi le rétrofitage? Changer simplement l'énergie que vous utilisez, en l'occurrence le diesel, par une énergie propre. Ça peut être du gaz, ça peut être du GPL, il me semble. GPL, ils sont en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler là-dessus. Je ne pense pas qu'on puisse transformer un véhicule diesel en véhicule essence. Non, je vous ai pas dit ça. À essence, au gaz ou au GPL. Oui, mais gaz ou GPL, c'est les véhicules essence qu'on peut transformer en... Non, on est en train de travailler sur le diesel. Il y a des solutions sur le diesel. Vous pouvez aussi, on va voir comment ça évolue d'ici 2026. En plus, je voulais vous dire, au niveau du calendrier, encore une fois, je le répète, le calendrier, c'est ce qui est inscrit dans la loi. Après, c'est les collectivités qui ont la main. Si elles ne veulent pas faire de politique politicienne, il faut qu'elles se confrontent au principe de réalité. Si vous, comme beaucoup d'autres qui êtes en critère 2 et qui avez besoin de votre véhicule pour travailler... Les sont en critère 2, donc ils ne vont pas pouvoir transformer... 80% exactement. 80% monsieur. 80% exactement. Oui. Donc, vous qui êtes tous artisans, commerçants, indépendants, qui avez besoin de votre véhicule pour travailler, on ne vous interdira pas le critère 2 si le principe de réalité prouve que vous ne pouvez pas changer de véhicule. Voilà, je vous le dis aussi clair que je le pense. Geoffroy, espérons. Espérons. Non, mais si je me trompe, je reviendrai m'excuser chez Jean-Jacques Bourdin. Mais dans les principes de réalité, il y a ne pas interdire un véhicule si la personne ne peut pas Après, c'est encore un excellent exemple, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques années, la France poussait le diesel. Tout était convergent pour acheter un véhicule diesel. Toutes les bêtises qu'on a pu faire avant. Oui, mais maintenant, c'est qui est puni? C'est celui qui a acheté un véhicule diesel. C'est pour ça qu'il faut aider. C'est pour ça qu'il faut aider ceux-là. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut les aider, trouver des solutions. Merci Geoffroy. Alors quelles alternatives trouver? Je parlais de mobilité, on parlait de RER, de train, de RER, ça c'est en région parisienne, mais les trains, le covoiturage, les bus, il y a des solutions. Je ne sais pas, moi. Les rendre gratuits. Là, c'est pareil. Les rendre gratuits. La TVA 5,5 pour les transports publics. Bruno Millienne. Alors, la TVA 5,5, peut-être les rendre gratuits, il ne faut pas mentir aux gens. Si vous il y a bien des agglomérations. Oui, Dunkerque, qui est un exemple. Châteauroux, mais ce sont des agglomérations qui touchent beaucoup de subsides des entreprises et qui peuvent se permettre de se l'offrir. Vous prenez la région Île-de-France, je vais être très clair, j'étais conseiller régional. Si, on peut le faire. Oui. Mais c'est l'ensemble des contribuables qui vont payer. Donc en gros, encore une fois, alors là je vais aller dans le sens de Fabrice, encore une fois, les automobilistes qui n'ont pas d'autres moyens que de prendre leur voiture, moi c'est mon cas, payer, la gratuité des transports en commun qu'ils n'utiliseront pas. Donc ça c'est un petit peu moyen, c'est très démagogue mais bon, ça s'étudie. En revanche, peut-être qu'effectivement un billet unique sur l'ensemble des transports, moi j'ai reçu des gens qui me proposaient, vous voyez l'histoire du ticket restaurant, d'avoir quelque chose un petit peu comme ça, où votre forfait mobilité que vous avez dans votre entreprise, plutôt qu'il soit dédié uniquement au transport en commun, on vous fait une bannette, il y a de l'argent dedans, vous l'utilisez comme vous voulez. Vous prenez les transports dès l'instant où c'est vert. Vous prenez les transports en commun si vous avez besoin de prendre les transports en commun. Prenez un vélo électrique si vous n'avez pas besoin d'autre chose. Et puis peut-être que quand vous partez en vacances, eh bien ce forfait mobilité peut vous servir à louer une voiture propre. Enfin, il y a plein de solutions à trouver. Après, les transports en commun sont bondés pendant les heures de pointe. C'est vrai. Donc c'est pas évident. Et puis alors dans ce cas-là, il va falloir mettre des zones de faible émission dans les transports en commun. Parce que parce que il y a quand même eu un rapport du CNRS et de Respire qui montre. Fabrice, il y en a beaucoup plus. Lisez le dernier. Je citerai pas la source, mais Respire et CNRS a montré qu'il y avait 5 à 10 fois plus de particules dans le métro, dans le RER. Je sais. Donc quand on y passe 2 heures par jour, donc il faut mettre des zones de faible émission dans le métro, dans le RER. Sur des métros et des RER et des lignes qui sont
très ancienne, je pense qu'on n'aura pas le même problème avec la ceinture du Grand Paris. Avec les métros automatisés, les nouvelles rames. C'est lié à la friction, c'est lié au freinage. Oui, mais on a réussi à travailler dessus. Mais vous avez raison. Tout à fait, c'est le progrès. Comme l'automobile, c'est le progrès. Pareil, bien sûr. Pareil, c'est le progrès qui nous sortira d'affaire. De la même manière qu'on disait, le mix énergétique, ce qu'on va mettre dans nos voitures pour rouler, il faut se priver de rien. Oui. Pareil sur les solutions de transport en commun, je vois les gens, dès qu'on parle de rail, on pense au RER, ou on pense au tramway, il y a plein d'autres trucs. Oui. Moi je connais une société à Lyon, je ne vais pas citer la société, mais qui fait du transport aérien. C'est-à-dire, en fait, c'est des pylônes, vous avez des rails en hauteur, moins d'emprise au sol, les cabines, vous pouvez les privatiser, ce qui est super pour les femmes quand elles rentrent tard le soir pour aller d'un point A à un point B, et tout ça fonctionne au solaire, avec des batteries qui permettent de fonctionner 24 heures sur 24. Ça coûte 10 fois moins cher au kilomètre qu'un kilomètre de rail. Personne s'y intéresse. Mais il faut que tout le monde ouvre les yeux. Des solutions qui viennent du terrain, encore une fois. Il y en a tellement qu'il faudrait juste se pencher un petit peu dessus. Merci à tous les deux d'être venus nous voir, et merci à toutes celles et ceux qui ont appelé ou qui ont voulu appeler le 0826 300 300. Il est 11h55, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.